Bonjour Christiane Jolissaint. Bonjour Benoît, si je puis me permettre. Bien sûr, permettez-vous. Okay. Merci d'avoir accepté l'invitation, grand plaisir. Mais avec grand plaisir, je trouve le concept très intéressant et sympathique. Quand on a été joueuse de tennis professionnelle, qu'on a eu une carrière de haut niveau, est-ce que la relation à la table, à l'alimentation, à la nutrition, c'est quelque chose de particulier ? Ah oui, tout à fait. En fait, quand moi j'étais professionnelle, de joueuse de tennis professionnelle, la nutrition n'était pas très importante, alors qu'elle l'était en réalité évidemment énormément, mais elle n'était pas tellement prise en considération. Donc c'est vrai qu'on avait très très peu d'informations par rapport à ce qu'il fallait manger, ne pas manger. Et on était plutôt sur manger de la viande, manger du poulet, manger du poisson, manger des protéines, qui faisaient plutôt gonfler la partie musculaire, mais beaucoup moins sur la partie hydrate de carbone qui est vraiment préconisée aujourd'hui. Donc c'était tout faux. Mais on se nourrissait, on faisait en sorte de ne pas avoir faim, d'avoir quand même l'énergie nécessaire, mais elle était apportée par des aliments qui n'étaient pas les bons. Disons, à mon époque, c'était Chris Evert et puis Martina Navratilova qui ont vraiment débuté à travailler avec des nutritionnistes, diététiciennes, et elles ont vraiment apporté beaucoup à ce niveau-là parce qu'inévitablement, après les autres, elles ont commencé à faire la même chose, à suivre leurs conseils parce qu'elles partageaient aussi pas mal ce qu'elles faisaient, ce qui était assez sympa. Elles avaient aussi les moyens pour le faire. C'est vrai qu'il faut aussi pouvoir se payer ce genre de service. Donc, mais aujourd'hui, tout est accessible. Par Internet, on peut avoir ces informations sans aucun problème. Donc, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, mais à cette époque-là, on n'avait même pas l'information correcte. Donc oui, ça a énormément changé. Vous-même, à titre personnel, l'alimentation, ça a été une valeur qui a été véhiculée dans la famille ou pas plus que ça ? Ma maman était une bonne cuisinière. Mais rendons-lui hommage, très bien. En dehors de ça, non, c'était... on avait vraiment une façon très standard de se nourrir. C'était un peu tous les jours la même chose. Partie viande, une partie légumes, partie hydrate de carbone. Donc c'était assez équilibré. Mais c'était pas vraiment préparé pour du sport spécifiquement. Parce que maintenant, on sait très bien quoi faire, quand, à quel moment, avant les matchs, 1 jour, 2 jours, 3 jours, entre les matchs, après les matchs. Ça a énormément changé. Ce qui est préconisé, c'est vraiment ces hydrates de carbone avant les matchs, quoi. Je propose de regarder la carte. Mais oui, faisons cela. Tentacules de poulpe. Ah, ça, j'ai vu la photo sur Internet. Ouais. Mais ça doit être sympa, ça avait l'air très bon. Et donc, jus de tomate pour débuter. Oui, un petit jus de tomate, c'est sympathique. C'est mieux que de l'eau. Enfin, mieux peut-être pas. Enfin, pour l'organisme, c'est pas mauvais non plus. L'eau, j'aime bien aussi, il faut en boire. Mais ouais, au restaurant, de temps en temps, jus de tomate, c'est pas mal. C'est goûtu. Et puis là, il est assaisonné. Donc, ouais, j'aime bien. Il y a le petit retour piquant un peu ou... Ouais, plutôt, ouais. J'aime bien ce qui est piquant. Ouais, ça vous ressemble ? Ah, ça, c'est à vous de le dire. Je vous pose la question en tout cas. Piquant, ça peut être vif d'esprit, ça peut être... ça peut avoir un petit côté agressif peut-être aussi, mais gentil. Mais intéressant. Alors, tout le monde loue votre côté agréable, sympathique. Il y a des moments où la mayonnaise, elle monte quand même ou Ah oui, oui, quand même. Je pense que c'est pour ça que je peux être sympathique à d'autres moments, c'est que de temps en temps, il y a une compensation qui se fait quelque part. Mais c'est vrai que j'ai un taux de tolérance qui est assez élevé. Par contre, quand il est passé, ça se passe assez mal. Que ça soit avec des juniors, parce qu'on entraîne les cadres, donc, à Genève Tennis. Et puis, ce sont quand même des enfants qui sont choisis, ils sont sélectionnés. Ils prennent la place d'autres enfants qui, peut-être, s'ils ne s'investissent pas correctement, s'investirait peut-être plus. Donc c'est vrai que là on se permet quand même d'être assez strict et de temps en temps la sauce elle monte. Quand il faut hausser la voix, vous savez faire. Oui, je pense. Enfin, j'ai eu en tout cas assez de temps pour décider de le faire parce que j'ai pas ce côté impulsif. Donc si je hausse la voix, c'est que vraiment soit ça a été un cumul de choses qui ont peut-être été dites ou faites ou pas faites. Donc en règle générale, c'est plutôt réfléchi. Je suis pas tellement dans l'impulsif là où ça pète d'un coup. C'est peut-être pas plus mal pour les personnes qui sont en face de moi, mais au moins après moi je suis tranquille avec moi-même. Je sais que si je regarde en arrière, je peux analyser la situation puis me dire ouais bon là t'as eu raison, fallait plus laisser passer. On va commander s'il vous plaît. Bien sûr. La tentacule de calamar de poulpe. Tentacule de poulpe grillée. Voilà, et moi je vais faire la suggestion du jour, carré de veau rôti, jus infusé à l'estragon, légumes du marché. On reste au jus de tomate ? Pour l'instant, ça va, il n'y a pas beaucoup de jus. Mais oui, ça va très bien, merci. Et après, je prendrai aussi un peu d'eau. D'accord, mais pas de vin ? Alors moi, j'aime bien le vin. J'aime bien le vin. Ouais. J'ai un petit faible pour le vin blanc ou vin rouge, champagne, mais tout ce qui est alcool fort, je m'en tiens assez éloigné.
Vous avez une culture viticole dans la famille Non, pas du tout. On avait acquis quelques mètres carrés dans le Bordelais. Ah bon? Mais quelques mètres carrés, donc. Il y avait des redevances, c'était sous forme de bouteilles. Donc c'était assez sympa. Mais voilà, mais c'est tout. Non, pas du tout autrement, non. Malheureusement. Le regret. Vous avez souvent raconté comment vous étiez venu au tennis. Par accident, j'ai envie de dire. Ouais, c'est juste. Un accident de votre père, une clavicule cassée. Exact. Un traitement par le tennis et toute la famille qui s'y met finalement. Ouais, exactement. C'est fou. Oui, c'est assez marrant. Hein, d'ailleurs, ça s'est passé à Montana quand il faisait du ski. Et puis, toute la famille s'y est mise. Tout le monde apprécie assez vite. On avait un bon prof aussi au club. Mon frère jouait également. Il joue certainement toujours. Et puis, les progrès sont venus assez rapidement. Donc, évidemment, quand il y a un peu de facilité, un bon entourage, un bon encadrement, ça motive. Et ça a été vite, en fait. J'ai commencé, j'avais 8-9 ans. Et à 13 ans, je gagnais mes premiers championnats suisses juniors. Donc, en 5 ans, j'avais passé pas mal d'étapes. Puis oui, c'était très motivant, quoi. Puis je me rendais pas très bien compte de ce qui allait se passer après, donc je suivais tout simplement l'évolution. Puis à partir du moment où on commence à bien jouer au championnat suisse, il y a la fédération qui commence à soutenir un petit peu. Du coup, je partais tous les week-ends, ou presque tous les week-ends, quand j'étais pas en match, à Zurich. Je faisais bien Zurich, pour m'entraîner à Zurich, qui était le centre national à cette époque-là. C'était malheureusement pas à Bienne, parce que j'habitais Bienne là, à ce moment-là. Et maintenant, on a à Bienne le centre national, et ça m'aurait bien arrangé d'avoir le centre national à Bienne. Et on jouait dans un ballon, c'était BBC Hurlicone Ballon. Et c'était horrible, il faisait tellement humide en hiver. En été, c'était chouette, on était à l'extérieur, sur terre battue, mais tout l'hiver, c'était vraiment dur de prendre le train, de partir là-bas. Il fallait prendre le train, marcher pour arriver dans un centre. C'était même pas un club, ça appartenait à une société. Donc, hein. Et puis le vestiaire, il faisait froid, et puis c'était très désagréable. Mais ah oui, on sent encore dans votre voix que ça vous a marqué. Oui, c'était un très mauvais souvenir. Mais bon, on avait de très bons joueurs, joueuses, un entraîneur national. Et puis voilà, c'était un incontournable, quoi. Il fallait que j'aille aussi m'entraîner chez Swiss Tennis pour être connue, pour bien montrer que je voulais participer et puis que j'étais motivée à faire partie de l'équipe. Ce qui est fou, c'est qu'avant l'accident paternel, le tennis, c'était même pas une idée, c'était pas envisagé. Non. Moi, je faisais du ski, surtout. Enfin, j'ai toujours été bonne en sport, mais c'était même pas envisagé. Je connaissais même pas le sport. Je pense qu'on l'envoyait très, très peu à la télévision. D'ailleurs, la télévision, c'est venu très tard chez nous. Non, c'était même pas une possibilité. C'est vraiment le médecin, grâce à qui, ou à cause de qui, mais je pense plutôt grâce, quand même. Ouais, quand même. J'ai finalement fait du tennis, quoi, en compétition internationale. Sinon, probablement, on se serait jamais retrouvé, toute ma famille, sur un terrain de tennis. Des fois où vous regardez par-dessus l'épaule en vous disant si j'avais pas connu le tennis, j'aurais pu faire quoi? Ah oui, bien sûr. Non, mais avant de commencer à jouer, à jouer de façon plus professionnelle, j'étais très intéressée au travail de mon papa, en fait, qui était pharmacien. Oui, j'aurais bien repris cette activité. Ça m'intéressait beaucoup. Je trouve que c'est un très beau métier, en lien avec les gens. Et puis, il y a un côté social aussi qui m'intéressait beaucoup. Là, j'avais, je dirais, 14-15 ans. Et puis après, effectivement, il a fallu décider. Et je suis partie sur le tennis. Voilà. Et c'est mon frère qui est pharmacien. Du coup... À votre palmarès, vous avez quelques jolis coups d'éclat. Il y a eu des belles victoires contre des top 10 notamment. Et souvent, vous l'avez dit, qu'un exploit du jour n'était pas forcément suivi de celui du lendemain. Qu'est-ce qui vous manquait? Il y avait un aspect mental, un aspect capacité. C'était comment vous arrivez à l'analyser? Oui, je pense qu'effectivement, nous, on n'avait pas toute cette préparation mentale. Et c'est vrai que ça m'aurait beaucoup aidé. Merci beaucoup. Donc du coup, je pense que c'était surtout dans la tête, parce que le tennis, je l'avais. La preuve, c'était que c'est vrai, j'ai battu quelques filles du top 10, mais derrière, j'avais beaucoup de peine à confirmer. C'était peut-être aussi un peu un manque de confiance en moi, ou alors des objectifs qui n'étaient pas très bien identifiés, mais c'était principalement sur le mental qu'il aurait fallu travailler pour que je puisse monter jusqu'en top 20 et puis y rester plus longtemps. Je suis restée, donc mon meilleur classement, c'était 26. Et malheureusement, donc je m'étais parfaitement bien préparée physiquement, et pendant une bonne année, j'étais vraiment prête. Et là, c'est là où je me suis blessée. Et après, tout s'est écroulé, quoi. En 2 ans, c'était la cata. Pour venir à votre question, c'était surtout mental. Cette blessure, ça reste comme une cicatrice encore? Oui, vraiment, parce que j'avais énormément travaillé, justement, pour revenir dans le circuit.
Et puis, ça a tout cassé. Et c'est vraiment tellement stupide la façon dont ça s'est passé. C'était en interclub, en double. J'ai cherché un lob. Je m'arrête près du grillage. Il y avait une petite rigole pour laisser l'eau s'écouler. Et puis, la cheville, elle est passée dans la rigole. Et puis, j'ai tout cassé. Donc, après, il y a eu un problème aussi au niveau de l'opération. Donc, ils ont touché un nerf. C'était compliqué. Il y a eu correction, mais c'était une année après. Donc, c'était déjà trop tard. J'avais compensé. J'ai commencé à avoir un problème de boursite sur l'autre jambe, enfin au niveau du talon. Après, c'est le genou qui a commencé à poser problème. Donc, de fil en aiguille, finalement, je me suis un petit peu préparée pour partir en Australie. Et je me suis dit, si je joue bien en Australie, je continue. Si je joue pas bien, j'arrête. Et en fait, avec cette boursite qui n'avait pas encore été opérée, je suis arrivée là-bas et je ne pouvais plus marcher. Je pense que c'était tellement enflammé pendant le vol. J'ai essayé de l'acupuncture, j'ai vu des médecins là-bas. Et puis finalement, je me suis dit, c'est un signe. Donc je suis restée chez des amis à Sydney pendant une semaine. Et puis je suis rentrée, puis j'ai arrêté. Mais oui, c'était dommage. J'aurais bien joué encore, 3-4 ans supplémentaires. De votre période biennoise, vous en conservez quoi ? Beaucoup de bons souvenirs quand même. Non, c'était plutôt sympa. C'était sympa. Je jouais aussi de la guitare et du piano. Donc c'est vrai que je me souviens que tout était hyper organisé, programmé. Et puis voilà, plutôt des bons souvenirs. Ouais, c'était assez chouette. Franchement, je pense que je peux dire que j'ai eu une belle enfance. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes encore biennoise ou vous êtes genevoise ? Je suis 50-50, mais peut-être un peu plus genevoise quand même. Ouais, c'est difficile à dire. Franchement, je suis définitivement plus genevoise que biennoise. Voilà, ça c'est dit. J'y ai jamais vraiment pensé, mais ouais, après réflexion quand même. Vous avez parlé de vos enfants, fin de carrière me semble-t-il en 88, premier enfant en 98. Est-ce que ça aurait été compatible une vie de famille et une vie professionnelle dans le tennis ? C'est compliqué, pour les femmes c'est compliqué parce qu'il y a quand même une période où c'est pas possible d'être en compétition ni de s'entraîner correctement. Donc, mais il y en a qui l'ont fait. Kim Clijsters, gagnante de l'US Open, elle a eu un enfant, elle est revenue en compétition et elle a gagné l'US Open à nouveau. Donc c'est tout à fait, il y a des exemples, mais ce sont quand même des exceptions, c'est assez rare. Il faut avoir en fait quelqu'un à la maison, le mari, le compagnon, le copain qui s'occupe de l'enfant pendant que madame fait son tennis, on va dire ça comme ça, et part en compétition. Ou alors, emmener tout le monde jusqu'à un certain moment, mais l'enfant, tôt ou tard, à partir de 4-5 ans, il va devoir être scolarisé, donc là aussi, on ne peut plus non plus l'emmener sur les tournois si facilement. Donc ouais, c'est compliqué. Et au-delà de l'aspect vie de famille, il y a d'autres aspects, d'autres choses que vous avez dû abandonner pour votre carrière ? Oui, moi j'aurais toujours bien aimé étudier en fait à l'université, et puis j'ai eu la possibilité aussi de m'entraîner dans des universités aux États-Unis, comme Princeton par exemple. Il y avait des terrains d'entraînement là-bas, on jouait le tournoi prestigieux. Oui, et franchement ça fait envie. On se dit ça serait quand même chouette, une vie en campus et tout. Voilà, moi c'est peut-être un de mes grands regrets. J'y ai pensé souvent, mais finalement, je suis restée en Suisse. Aujourd'hui, vos différentes responsabilités dans les instances du tennis, ça vous laisse du temps aussi pour la vie familiale à côté ? Vous arrivez à concilier les deux ? Oui, j'arrive. Mais c'est vrai que ce que je fais aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire si mes enfants étaient en bas âge. Impossible. Enfin, impossible, peut-être pas impossible, mais très compliqué aussi. Parce que je voyage quand même un petit peu, et puis moi j'estime que les enfants, si on choisit d'en faire, il faut s'en occuper quand même et pas déléguer tout. Donc ce serait compliqué s'ils étaient en bas âge. Mais aujourd'hui oui, ça se passe bien. Bon, ils sont à l'université tous les deux, donc ils ne sont pas toujours à la maison non plus. Ils commencent à devenir de plus en plus autonomes, mais il reste des grands enfants à cadrer quand même un petit peu, et surtout ils sont financièrement pas autonomes, donc ils sont à la maison, ce qui me fait très plaisir. C'est pas du tout un problème, au contraire. Parce que vos déplacements sont assez nombreux. Je suis pas tellement les compétitions en fait. Je fais partie de plusieurs comités internationaux, et puis je suis membre du board de Tennis Europe. Et puis autrement avec la Fed Cup, comme je suis chef de délégation de la Fed Cup, qui est donc l'équivalent de la Coupe Davis mais pour les dames. Là, on part, soit on reste en Suisse, et maintenant on joue en Suisse, on est principalement à Bienne. Et puis autrement, on part où le tirage au sort nous amène en fait. Là, par exemple, on a gagné contre le Canada il y a 2 semaines à Bienne, et on va partir à Budapest au mois d'avril. Pour la phase finale. Pour la phase finale, donc c'est un nouveau format de la Fed Cup qui est testé maintenant au mois d'avril. Les victoires, ça se fête comment ? Ça se fête bien.
Alors moi, je m'arrête toujours un petit peu avant les filles, hein, je vous Ouais. dis tout de suite, ouais. Parce qu'elles ont tendance un petit peu à se lâcher quand même, puis elles ont bien raison. Parce que Ouais. c'est vrai que c'est une équipe qui est assez homogène, qui s'entend très bien. Donc quand ça se passe bien, oui, elle fête bien. Et puis moi, je suis un peu responsable de ce qui se passe. Il y a un moment donné où moi, je ne suis plus. Donc je leur fais confiance. Mhm. Et je rentre à l'hôtel. Ça, c'est la version officielle, donc. Absolument. Non, mais c'est vrai en plus. Vous faisiez la fête après des victoires? Oui, mais très peu. Alors, quand on est en équipe, oui. Mhm. Mais autrement, sur les tournois, le problème, c'est quand on est en tournoi, c'est soit on va jusqu'au bout du tournoi, on le gagne, et puis là, vraiment, on peut faire une grande fête. Ouais. Mais quand on gagne sur une top 10 et puis qu'on doit rejouer le lendemain ou le surlendemain, ben non. Et puis comme souvent, je passais pas l'étape d'après, j'avais plus rien à fêter. Non, je rigole, mais tant qu'on est dans le tournoi, on fête pas, quoi. On peut aller peut-être boire, mais même pas boire un verre de main, mais même pas. Non, on se concentre déjà sur le prochain match et on fait tout pour bien jouer. Donc non, en plein tournoi, il n'y a pas de fête. En tout cas, pas pour moi. Vous êtes aussi illustré en double. Vous préfériez quoi, le simple ou le double? Alors c'est vrai que j'adorais le double. Je pense que je préférais le double en fait. Et j'avais une partenaire qui s'appelle Marcella Mesker, qui est maintenant, elle est hollandaise. Elle travaille pour la télévision hollandaise. Et puis ouais, on s'entendait très bien, c'était très chouette. C'est vrai qu'on a gagné quelques tournois ensemble et puis c'était que du bonheur et c'était vraiment bien. Et je pense que j'aime bien avoir quelqu'un à côté de moi avec qui partager et puis d'être tout le temps seul sur le terrain. Alors c'est super cool quand on gagne, mais c'est vrai que quand on veut partager soit la victoire, soit la défaite avec sa partenaire, ça guérit peut-être un petit peu plus vite que si on est tout seul. Il y a un côté révélateur de préférer presque les doubles dans un sport éminemment solitaire? Ouais, peut-être. C'est une bonne question. Non, c'est vrai qu'on est très seul pendant... Et je pense que les filles sont encore plus seules que les garçons, parce que c'est vrai que... c'est comme ça que je le ressens, mais je pense que je ne suis pas la seule. Dans le monde féminin, déjà, il y a pas mal de jalousie, d'envie. Et dans le sport, il y a aussi énormément de concurrence. Je pense que le cumul fait qu'on se retrouve souvent assez seul. Aussi, quand on est en tournée, à 18-19 ans, moi, je ne vais pas descendre au bar pour aller boire un jus de tomate, en l'occurrence. C'est horrible, quoi. Tandis que les garçons, ils ont beaucoup plus de facilité à aller boire une bière tout seul, de rencontrer des potes, etc., d'autres joueurs. Ce que font beaucoup moins les filles. Donc, il faut beaucoup plus s'organiser pour ne pas se retrouver seul. Déjà, pour des raisons peut-être de sécurité aussi, mais aussi parce que c'est pas très drôle finalement d'être tout seul à un bar, parce que peut-être un homme appréciera plus ou ça dérangera peut-être moins. Donc moi je trouve que le monde de la compétition tennistique féminine, il est très dur. Il est très dur parce qu'on se retrouve souvent seul. Ou alors avec son entraîneur. Donc c'est compliqué. Et une fois de plus, quand tout se passe bien, tout devient beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Quand ça se passe mal, c'est là où on commence à un peu broyer du noir, à se poser des questions, à revoir sa motivation, peut-être à penser à rentrer à la maison pour se remettre en forme, faire un bloc de préparation physique, pour repartir plus fraîche. Enfin voilà. C'est pas évident. Et quand on a quelqu'un aussi, un entraîneur ou quelqu'un de sa famille peut-être avec soi, avec qui partager, ça peut permettre aussi de prendre des décisions qui sont plus saines ou plus cohérentes par rapport à la situation, parce qu'on peut se mettre dans un train vraiment négatif, d'une espèce de spirale négative qui n'est pas vraiment nécessaire, qui n'est peut-être pas vraiment faite. Peut-être qu'on peut perdre au premier tour une fois, deux fois, mais ça ne veut pas dire qu'on joue mal. C'est simplement le résultat qui n'est pas là. Mais en tant que joueur ou joueuse, de temps en temps, on ne s'en rend pas compte. Donc d'avoir cet œil extérieur, c'est souvent très important pour pouvoir bien analyser et puis prendre les bonnes décisions ensuite. Dans le tennis, vous avez eu des modèles, des joueuses ou des joueurs qui ont compté? Oui, vraiment. C'est drôle parce que mon modèle, quand je regardais le tennis à la télévision il y a longtemps, c'était Billie Jean King. Et d'ailleurs, elle avait un jeu que j'adorais et j'ai essayé de mettre... Mais je ne pense pas que ce soit pour faire comme elle. Mais c'était un jeu qui me convenait tout simplement. Mais c'est vrai que inconsciemment, peut-être aussi qu'à force de la regarder jouer, j'ai mis en place un jeu qui était similaire au sien. Du coup, c'était très drôle parce que j'ai fait partie de la Fed Cup. J'avais 14 ans. La première fois, je pense, c'était à Eastbourne.
C'était la deuxième fois. Non, c'était la deuxième fois que je participais à la Fed Cup. Et normalement, j'étais plutôt là, pas pour jouer, mais pour regarder, pour voir comment ça se passe. Première expérience, mais pas obligatoirement sur le terrain. Et on a joué contre les USA. Et en fait, j'ai pu jouer contre elle, contre Billie Jean King. Et c'était une des grandes rencontres de ma carrière. Alors évidemment, au premier set, j'étais tellement ébahie, tellement contente d'être sur le terrain. Et puis le résultat était relativement important. Donc je me suis pris une roue de vélo au premier set. Et puis j'ai mieux joué au deuxième. J'ai commencé à mieux servir, etc. On n'est pas allé jusqu'au troisième, mais je me suis quand même bien battue sur le deuxième. Et pour moi, c'était génial, quoi. On a joué à Eastbourne, donc sur gazon. Non, c'était très chouette. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Et si vous aviez eu la possibilité de faire un tout autre sport, vous auriez aimé quoi ? Le premier sport, je pense que j'ai fait, c'est du ski. Ouais. J'ai commencé à 3 ans. Donc ça aurait été le ski probablement. Parce que mes parents n'étant pas sportifs particulièrement, non, ouais, je pense que ça aurait été du ski. Donc à nouveau un sport où on est seul en piste. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je pense que le ski, on fait peut-être plus quand même partie d'une équipe, parce que souvent, ils partent ensemble à l'entraînement. Le tennis, c'est quand même très individuel, c'est vrai. Je ne sais pas si on peut comparer. Bon, quand vous êtes sur la piste, en ski, Tout vous êtes seul. Ouais. Hein. Ouais, c'est clair. Ah oui. Ouais. Voilà, docteur. Voilà, absolument. Le virus du tennis, vous ne l'avez pas transmis à vos fils ? Non, pas vraiment. Bon, Quentin, l'aîné, il a fait pas mal de foot. Et puis après, maintenant, il joue pas mal de tennis aussi. Il aimerait devenir R2, c'est son objectif. Donc, il joue un peu plus, je ne veux pas dire sérieusement, mais plus souvent. Et puis, il a un objectif. Donc, ça, c'est sympa, mais non, pas vraiment. Et puis, franchement, c'était compliqué pour moi de les pousser vraiment à 100% dans un sport. Sur le plan timing et puis tout ce qui se passait aussi sur un plan familial. Donc, j'aurais pas eu l'énergie ni le temps vraiment de les éduquer correctement, plus encore de les pousser dans un sport parce que ça prend. J'étais seule à ce moment-là où il aurait fallu le faire et puis c'était pas possible, vraiment pas possible. Et puis autant Quentin est l'aîné est hyper compétiteur, autant Julien pas du tout. Lui, il aime bien faire du sport, il fait de la course, du vélo. Il a fait le semi-marathon l'année passée, mais il n'est pas compétiteur. Il aime la compétition, la concurrence, tout ça, ça l'intéresse pas. Alors que Quentin, oui, lui, il est l'autre extrême en fait. Quand il était petit, tout était compétition, mais tout, moi aussi, tout, c'était une horreur. Ah, ça va, il s'est soigné un petit peu. C'est le gentil de vous ? Ouais, je pense quand même, mais de son papa aussi. Ouais, les deux, ouais. Je pense qu'il a pris la totale. Il a pris un 100% de chacun à ce niveau-là. Vous étiez hyper compétitrice ? Non, je pense pas que j'étais hyper compétitrice. Pas assez peut-être même ? Pas assez. Je pense que c'est ça en fait. Les choses, elles sont arrivées par les résultats, etc., facilement. Puis après, à un moment donné, faut vraiment devenir vrai compétiteur, vraie compétitrice. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué aussi un petit peu, justement sur le plan mental, c'est de vouloir enfoncer l'autre, quoi, pendant la période du match, évidemment. Mais d'être limite mauvaise sur le terrain pour gagner. Je dis pas de ne pas être fair-play ou de tricher, mais voilà, exactement. Et ça, je pense que ça m'a manqué. Oui, absolument. Mais ça se travaille. À cette époque-là, moi, je ne le savais pas, je me rendais peut-être pas trop compte. J'avais personne qui me le disait vraiment, et puis surtout, j'avais personne pour améliorer cette situation-là. Alors voilà, oui, je pense que c'était peut-être un manque d'esprit de compétition. Il manquait un petit bout là, il manquait quelque chose. Mais finalement, c'est une école de la vie, quoi. On apprend à se durcir. Oui, c'est sûr. C'est une grande école de la vie. On apprend beaucoup de choses, on apprend des langues aussi. Ce qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Oui, parce que j'étais en Suisse allemande, donc j'étais la seule romande, évidemment. Donc j'ai fini même par parler suisse allemand. Donc ça aussi, ça m'a pas mal aidé, professionnellement après. Et puis... je pense que ça m'a donné une force de travail assez importante. C'est-à-dire que je peux me concentrer pendant très longtemps, je peux travailler pendant très longtemps, je peux commencer tôt le matin, je peux finir tard le soir. De moins en moins, soit, mais quand même, je pense que ça m'a aussi... c'est un gros avantage.
Et puis même quand on n'a plus envie, continuer. Voilà. C'est vrai que c'est des choses qui sont toujours bien à avoir dans la vie. Je pense que ce sont les principales choses positives que le sport m'a apporté. Puis surtout le fait d'aimer le sport et puis de continuer à en faire. Parce que sur le plan de la santé, inévitablement, on le sait, ça a été prouvé, c'est bien de faire du sport. Non, mais le sport élite, c'est clair que c'est pas ça qui est vraiment sain. Parce que pour devenir vraiment bon, c'est vrai qu'on se surpasse et que sur le plan des blessures, c'est presque inévitable. Il n'y en a pas beaucoup des Roger Federer. Mais je sais que le sport c'est bon pour la santé, ça c'est clair.